Et ma mère est ma première source d'inspiration aujourd'hui parce qu'elle me disait souvent Mamadou, tu as vraiment quelque chose à faire à la Guinée, donc je souhaiterais vraiment que tu sois sur la bonne voie. Donc c'est l'occasion pour moi de la rendre cet hommage. Parce que le président Ali Ouba, il aime souvent dire dans ses différents discours, si on ne fait pas la politique, on sera sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que soi. Ouais. Actuellement, c'est la politique pour moi, ça doit être toujours une vocation parce que ce n'est pas un métier. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui perçoivent la politique comme étant peut-être un métier. Je crois qu'on ne parle plus des droits de l'homme en Guinée parce que nous voyons ce qui se passe. Il est de notre devoir de se battre, Bamiko, il faut qu'on se batte. Mais aujourd'hui, on ne doit pas aller kidnapper votre famille, on ne doit non plus aller kidnapper vos enfants, à cause de votre prise de position. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas que faire un podcast. Nous allons avoir une discussion que beaucoup de personnes évitent. Une discussion qui dérange, mais qui est nécessaire. Parce qu'on va parler d'un pays, d'un peuple et surtout d'une jeunesse. D'une jeunesse qui rêve, mais qui doute. D'une jeunesse qui veut avancer, mais qui se sent parfois bloquée. D'une jeunesse qui observe, qui comprend, mais qui hésite entre se taire ou parler. Aujourd'hui en Guinée, parler peut être perçu comme un risque, se taire peut être vu comme une protection et souvent peut être considéré comme une forme d'abandon. La question elle est très simple. Quel rôle doit jouer la jeunesse d'aujourd'hui? Doit-elle subir, accepter ou s'élever? Alors, dans ce combat silencieux, il existe des voix qui ont décidé de ne pas disparaître. Des voix qui s'expriment, qui dénoncent, qui questionnent, parfois avec sérieux, mais toujours avec impact. C'est exactement ce type de voix que nous y allons échanger aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. Je vais laisser mon invité se présenter à vous pour que vous puissiez comprendre non seulement ses idées et sa personne derrière la prise de position. Et merci, M. Salman, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter à nos auditoires. Merci beaucoup, cher frère Bamiko, pour l'invitation. Et je suis Mamadou Diambari, né en Guinée, grandi en Guinée, et j'ai vu l'injustice par mes propres yeux. Moi-même, j'en ai été victime à plusieurs reprises, raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus jamais me soumettre face à l'injustice et de ne jamais non plus être complice de cette injustice jusqu'à la fin de ma vie. Donc, te rencontrer aujourd'hui me fait vraiment un réel plaisir et surtout de parler de la situation sociopolitique actuelle de notre pays qui nous interpelle toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, comme vous l'avez bien su, il s'agit bien de M. Dian Salman. M. Dian Salman, est-ce que vous pouvez en fait vous présenter à nos auditoires brièvement sur votre parcours avant la politique? Bon, je suis Mamadou Diambari. J'ai fait toutes mes études en Guinée, et à savoir le collège, le primaire dans mon village natal, c'est à Tougué, et plus précisément à Kédéya où j'ai fait l'école primaire, et à Kolangui le collège. Après l'obtention du BPC, j'ai rejoint la capitale guinéenne Conakry où j'ai obtenu mon baccalauréat en sciences sociales et puis je suis titulaire d'une licence en droit des affaires et actuellement je suis au Canada et dans ce même but de poursuivre mes études mais aussi de poursuivre la lutte pour l'instauration de la démocratie et un état de droit pour notre pays. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Et quelles sont les valeurs qui vous ont marqué lors de votre enfance avant d'intégrer vraiment la chaîne politique? Tu sais, moi, je suis grandi dans un environnement, disons, qui est beaucoup marqué par des valeurs surtout islamiques. Dans le Fouta profond, nous, on a de valeurs. Toi-même, tu as grandi, je crois, dans le Fouta. Donc, on a vraiment des valeurs et surtout, la majorité des gens qui sont vraiment, disons, allergiques face à l'injustice. Donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement et
ma mère est ma première source d'inspiration aujourd'hui parce qu'elle me disait souvent, Mamadou, tu as vraiment quelque chose à faire à la Guinée, donc je souhaiterais vraiment que tu sois sur la bonne voie. Donc c'est l'occasion pour moi de la rendre cet hommage parce que si je suis devenu ce que je suis en train de devenir aujourd'hui, c'est grâce à son combat d'une part. Donc je la dois cette reconnaissance, disons de façon éternelle. Ok, vraiment merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont marqué durant votre jeunesse, avant même d'intégrer la chaîne politique, où il y a eu des événements qui vous ont vraiment poussé jusqu'au point où vous vous dites non, il faut que je fasse la politique? Oh bon, oui, absolument, parce que je me souviens en 2009, 2008, j'étais encore petit, pas trop mature, mais quand même, j'étais conscient de ce qui se passait dans notre pays. Et avec l'arrivée du CNDD à sa tête, le capitaine Moussa Dadis Camara à la tête de la Guinée, il y a eu l'organisation des événements du 28 septembre 2009 pour contester à la vérité de la candidature du chef de la junte d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara. Et la suite a été une répression sanglante, si on peut le dire ainsi, qui avait occasionné plus de, disons, de 150 morts, selon l'Amnesty International et autres. Donc, je me suis dit, au lieu de rester là, être, disons, d'être un observateur, pourquoi ne pas être leader parmi ceux qui luttent? Parce que je me suis dit, c'est à travers l'engagement politique qu'on pourra vraiment impacter notre société. On ne peut pas rester là à se dire apolitique, sinon on ne fera que subir. C'est la réalité actuelle de notre pays. Parce que le président Ali Ouba, il aime souvent dire dans ses différents discours, si on ne fait pas la politique, on sera sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que soi. Actuellement, c'est la situation de notre pays. Donc, moi, personnellement, je me suis senti interpellé très tôt et je me suis dit, pourquoi ne pas s'engager? Parce que ce pays nous appartient à tous et chacun de nous doit quelque chose à ce pays. Et je me suis dit, au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. N'est-ce pas? Alors voilà l'un des motifs de mon engagement politique. Wow. Donc ce sont ces événements qui se sont succédés, qui vous ont vraiment poussé à vous... Absolument, parce que j'avais vu l'injustice en face et j'en ai même perdu des parents, des proches, si on peut le dire. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment motivé et poussé de m'engager en politique. Absolument. Est-ce que c'est une vocation ou une réaction face à toute cette injustice qui se passait? Bon, la politique pour moi, ça doit être toujours une vocation parce que ce n'est pas un métier. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui perçoivent la politique comme étant peut-être un métier et pourtant ce n'est pas le cas. La politique, c'est du volontariat. C'est du volontariat, donc c'est l'engagement. À partir du moment où vous sentez vraiment que vous devez quelque chose à votre pays, vous vous engagez de façon volontaire, sans rien attendre, disons, de retour. Donc, la politique, c'est une vocation, ce n'est pas un métier. Voilà, moi, la définition que j'ai par rapport à mon engagement politique, c'est par vocation. Ok. Et quel combat aujourd'hui vous y avez décidé de vraiment mener au sein de votre pays, qui est la Guinée aujourd'hui? Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de voir vraiment l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit dans mon pays. Parce que souvent les gens prennent l'exemple sur le Sénégal et tout. Je me suis dit à un moment donné que le Sénégal ne dispose pas de ressources humaines de qualité plus que nous, sauf que nous en Guinée, l'élite guinéenne a décidé de trahir et c'est ce qui a toujours été fait. Donc aujourd'hui en Guinée, on a des intellectuels capables qui peuvent changer l'image de ce pays, que ce soit au niveau national et au niveau international. Sauf qu'ils refusent, ce sont des personnes qui sont là, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils changent, ils montrent leur vrai visage de ce qu'ils ont toujours été d'ailleurs au peuple souverain de Guinée. Sinon, on a des intellectuels dans ce pays qui pourront vraiment sortir ce pays de l'ornière. Mais malheureusement, ceux qui viennent, une fois qu'ils viennent au pouvoir, ils défendent des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. Donc, malheureusement. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la vision que vous avez de la politique guinéenne aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui se passe?
Bon, je pense que l'actualité sociopolitique guinéenne actuellement en particulier est très mal perçue par d'autres. Et puis c'est vrai parce que beaucoup de politiques ont trahi M. Bamiko. Écoutez, dans ce pays aujourd'hui, il est très difficile de faire confiance à un homme politique parce que beaucoup ont trahi. Disons les 99% ont trahi, n'est-ce pas? On a connu ici des personnes qui ont été à la tête des organisations qui défendaient les droits de l'homme à l'époque et qui se retrouvent aujourd'hui avec les gens qui font du mal. Je peux prendre l'exemple sur l'actuel Premier ministre, M. Baouri, qui était vraiment considéré comme l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme, mais aujourd'hui, qui est à la tête quand même, disons, d'un pouvoir qui est en train de réprimer toutes les voix dissonantes dans ce pays. Donc, on ne parle plus de la démocratie, on parle plutôt d'une dictature absolue. Donc, très malheureusement, oui, c'est pas facile de faire quand même confiance à un homme politique dans ce pays, mais ça ne veut pas dire encore que tous les hommes politiques dans ce pays ne sont pas honnêtes. Il y a toujours des exceptions, parce que quel que soit le nombre de mauvaises personnes, vous allez toujours trouver de bonnes personnes parmi ces personnes-là. Donc, quelles que soient aussi les bonnes personnes, vous allez toujours retrouver des mauvaises graines au sein de la société. Mais ça ne veut pas dire que parce que tous les hommes politiques, les majorités ont trahi, qu'on ne va plus porter confiance à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas le cas. Nous avons vu assez de cas qui se sont passés à travers le monde. Nous avons vu le cas du Rwanda avec l'autre là et l'actuel président Paul Kagame, donc qui était aussi victime de l'injustice, qui avait même été contraint d'aller en exil à un moment donné, et puis il est revenu. Nous avons vu ce qui est devenu aujourd'hui le Rwanda, n'est-ce pas? Nous avons vu aussi le cas de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, où la candidature a été contestée pour faute de nationalité, mais finalement il est revenu. Aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire. Donc ça ne veut pas dire que parce que certains politiques ont trahi, qu'on ne pourra plus avoir confiance aux hommes politiques en Guinée. Non, il y a toujours des exceptions. Aujourd'hui, je pense à des personnes honnêtes et sincères comme Omar Silla, Fonike Mengue, comme Mamadou Biloba, comme Ali Ouba, comme Habib Marwan et tant d'autres, n'est-ce pas? Tant qu'il existera ces genres de personnes, moi je continuerai à croire qu'il y a encore des gens qui pourront sortir absolument ces pays de l'ornière. Donc ce n'est pas impossible. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour rendre hommage à toutes les victimes de l'injustice dans ce pays. Je pense aux différentes familles de mon grand frère Omar Silla Fonike Mengue, au grand frère Mamadou Biloba, Habib Marwan, et au président Ali Ouba, et tous les autres anonymes, à mon ami Mabori, à la dame Nene Oussou, mais aussi à l'artiste Eli Kamano, et puis au blogueur Ansou Damaro, dont le fils vient d'être kidnappé il y a 3 jours de cela. Bamiko, ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment triste et regrettable, c'est révoltant, c'est inadmissible et c'est inacceptable. Oui. Je vois de quoi vous parlez exactement. Aujourd'hui, la Guinée, je ne sais pas ce qu'on va devenir avec cette allure, mais en fait, on a beaucoup peur à cette allure qu'on continue, parce que malgré les textes de loi écrits sur la Convention des Nations Unies, surtout portant sur le droit des enfants, sur l'article 19 même qui dit que l'État a le droit de protéger l'enfant sur toutes les formes de violence. Et si c'est cet État même qui se permet de faire disparaître des enfants, des mineurs qui n'ont même pas 18 ans, qui n'ont même pas 15 ans même, c'est dommage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais écoute, je crois qu'on ne parle plus des droits de l'homme en Guinée, parce que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir une position claire face à la junte militaire pour être kidnappé, pour être tué, pour être, disons, tu seras porté... tu seras contraint d'aller en exil ou forcé à disparaître. Donc, on ne parle plus des droits de l'homme à ce niveau, parce que nous voyons ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, quand tu es, disons, à l'encontre avec la loi, on ne t'amène pas une convocation, on vient, on te kidnappe la nuit. Donc, à partir de ce moment, on ne parle plus des droits de l'homme à ce niveau. On parle d'une dictature. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, on ne parle pas de séparation du pouvoir dans ce pays.
n'est-ce pas? Non, Donc, non. je crois que l'esprit de Montesquieu, ça n'a plus d'importance dans ce pays parce que la fois dernière, j'ai vu une publication où le ministre de la Justice affirme qu'il a reçu les instructions du chef d'État et comment gérer ses ministères. Donc, à partir de ce moment, tout le monde maintenant est unanime là-dessus que le ministre de la Justice est influencé par le pouvoir exécutif. Donc, Montesquieu nous disait ceci, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Oui. Et donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Et c'est le pouvoir exécutif qui monopolise le tout. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui détient les décrets. Donc, il nomme à qui il veut, il limoge à qui il veut, n'est-ce pas? Nous avons vu des gens qui étaient avec Alpha Condé, dont il a renversé avec des justificatifs, disons, où il disait... la cause du coup d'État, c'est la violation des droits de l'homme, la politisation à outrage de l'administration publique. Et aujourd'hui, toutes ces personnes sont recyclées. Ça veut dire tout simplement que c'est le même système qui continue. Sauf qu'il était venu pour tenir un discours afin juste de manipuler l'opinion publique pour se maintenir. Ouais. Donc c'est la réalité actuelle de notre pays et c'est vraiment triste et regrettable. Ouais. Je crois qu'on ne doit plus parler de droits de l'homme, on doit plutôt s'organiser maintenant pour combattre cette dictature dans notre pays. Okay. Parlant même de ces droits de l'homme, vous avez évoqué beaucoup de choses qui est vraiment très intéressant, mais je vais juste rebondir là-dessus. Est-ce que, parce que la Guinée a toujours été considérée sur les textes, je ne dis pas sur ce qui est sur le terrain, mais la Guinée a toujours été considérée comme un état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer la Guinée vis-à-vis de tout ce qui se passe au pays, est-ce que la Guinée peut être considérée aujourd'hui comme un état de droit? Bon, ce que je viens de t'expliquer ici, Bamiko, je crois qu'on ne doit plus parler de droit en Guinée. La Guinée n'est plus un état de droit, plutôt un pays où la dictature règne, où une seule personne, quelques groupes des individus décident de prendre l'avenir de toute une nation en otage. Donc, on ne parle plus de droit dans ce pays. Ce n'est plus un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est là où un citoyen est convoqué, c'est là où tu peux venir t'expliquer devant la loi, c'est là où le pouvoir judiciaire est indépendant, c'est là où tous les citoyens sont traités au même pied d'égalité devant la loi. Donc, à partir du moment où les gens sont forcés à disparaître à cause de leurs opinions politiques ou à cause de leur appartenance religieuse ou ethnique, on ne parle plus de l'état de droit. On parle plutôt de la dictature. Donc, pour moi, la Guinée aujourd'hui ne doit pas être considérée comme un état de droit. Ouais. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une dictature absolue qui règne aujourd'hui dans notre pays. C'est ça. On espère que Dieu va sauver le pays avec cette allure. Inch'Allah, ça va pas aller comme ça. C'est notre souhait le plus ardent, mais parce qu'on n'a pas le droit, d'abandonner ce pays. Il est de notre devoir de se battre, Bamiko. Il faut qu'on se batte. On ne peut pas abandonner ce pays entre des individus qui n'atteignent même pas 100 personnes. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Donc, nous allons se battre jusqu'à la victoire finale. En tout cas, quoi qu'il en soit, Inch'Allah, nous allons y arriver. C'est notre objectif principal et c'est l'objectif de notre engagement. C'est le but. Ok, on espère que Dieu va nous accompagner dans cette lutte parce que le but, en fait, c'est de faire revenir la raison chez nous. Absolument. De voir tous les Guinéens vivre ensemble sans cette division et tout. Parlant de la Guinée, je sais que M. Jean Salman a toujours porté la Guinée, que ce soit depuis que vous y étiez au pays, que ce soit ici au Canada, nous voyons tout ce que vous faites. C'est vraiment incroyable de voir c'est de voir cet en fait engagement vis-à-vis de votre pays, même si vous vivez loin aujourd'hui. Mais vous continuez quand même à le porter. La preuve en est que vous avez même le drapeau sur vos vêtements à chaque fois, à chaque rencontre. C'est devenu un mode vestimentaire pour vous. Absolument. Et merci pour ça. C'est un une devoir. source d'inspiration en fait. Est-ce que M. Salman aujourd'hui vous êtes dans un parti politique ou vous êtes du côté de l'opposition, comme de société civile ou du FNDC? Oui, je suis en même temps membre d'un parti politique, mais aussi membre de la société civile guinéenne. Et bien avant mon adhésion en politique, j'étais déjà membre de la société civile guinéenne, parce que on est citoyen avant de devenir membre d'un parti politique, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est vrai, je milite au sein du parti le Mouvement démocratique libéral et modèle, et puis qui est dirigé par le président Aliouba, qui malheureusement aujourd'hui, à cause de sa lucidité, à cause
de sa vision claire, à cause de ses ambitions légitimes pour la Guinée, se retrouve en prison avec une condamnation de 2 ans d'emprisonnement, ce qui est vraiment triste et regrettable. Une personne aussi respectée, aussi respectable, qui a fait toutes ses preuves à l'international, partout à travers le monde, comme le président Ali Ouba, qui est aujourd'hui en prison, tout simplement parce qu'il a voulu vraiment qu'il y ait la vérité dans son pays, parce qu'il a juste rappelé aux autorités de la transition de revenir sur la raison, de respecter leurs engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et le monde entier. Aujourd'hui, ce monsieur entraîne, disons, se retrouve dans une cellule, mais je me suis dit, c'est un homme quand même qui reste jusqu'à présent lucide. La preuve en est que toutes les personnes qui le rendent aujourd'hui visite à la maison centrale reviennent avec une satisfaction. Ils font des témoignages. On voit toujours des témoignages à travers les réseaux sociaux. Donc, à résumer, je milite au sein du mouvement démocratique libéral depuis l'an 2019. Donc, à mon arrivée ici au Canada, j'ai intégré le bureau fédéral qui est là, qui est dirigé par M. Mohamed Baldé, dit Général Baldé, un homme aussi très dévoué, parce que même cette année, la Fédération du Canada a été la meilleure fédération du modèle à travers le monde. Donc, bravo encore une fois. C'est l'occasion pour moi de féliciter ce monsieur qui se bat vraiment pour la Guinée à travers le modèle, sans oublier une dame aussi exceptionnelle qui vit ici au Canada, et Madame Ba Mariam. Et puis, je crois que c'est l'une des sources inépuisables d'inspiration aujourd'hui pour la communauté guinéenne vivant ici au Canada, mais aussi, disons, la diaspora guinéenne partout à travers le monde. Aussi, sans oublier mon sœur homonyme Mamadou Diallo, le coordinateur du FNDC ici au Canada. Un homme aussi qui s'est engagé en politique très tôt, qui s'est senti vraiment interpellé très tôt face à la situation sociopolitique de notre pays et qui se bat, qui se donne corps et âme pour qu'il y ait la paix et la vérité dans notre pays. Et je crois que ce sont des sources inépuisables d'inspiration. Donc aujourd'hui, je suis au sein de la fédération ici au Canada, dans le bureau exécutif. On vient même de tenir le congrès où j'ai été élu conseiller chargé de l'organisation et de la mobilisation ici au Canada. Oui. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des obstacles dans votre parcours politique jusque-là, depuis en Guinée jusqu'au Canada ici et tout? Et si vous continuez à avoir... Oui, effectivement, Bamiko, je peux te dire aujourd'hui que j'ai perdu des amis. Je sais que ce n'étaient pas des amis, sinon les vrais amis, ils vont toujours rester, quelle que soit votre prise de position. J'ai perdu quand même des personnes avec lesquelles j'ai marché, des personnes avec lesquelles, et puis je faisais tout, mais aujourd'hui, à cause de ma conviction politique, ces personnes-là ne me parlent plus, parfois même, j'écris à certaines d'entre elles qui ne me répondent pas. Donc, j'ai perdu des personnes, j'ai perdu des proches. Et je me souviens qu'en 2020, il y a eu un de mes amis qui avait reçu une balle à Coloma, qui m'avait vraiment touché parce que à l'époque, c'était vraiment l'un de mes meilleurs compagnons. Donc, il a rendu l'âme sur place. C'est quand même quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et j'ai prié Allah le Tout-Puissant de l'accueillir dans son jardin céleste. Parlant des obstacles, Bamiko, bien avant mon départ, le jour de la condamnation du président Ali Ouba au TPI de Kaloum, disons 30 minutes après le verdict, moi-même j'avais échappé de justesse à une tentative d'arrestation à l'aéroport où des gendarmes m'attendaient. Mais bon, avant de m'engager en politique, j'étais vraiment préparé à toutes ces éventualités parce que je connais l'histoire de mon pays, disons de l'avoir étudié ou bien de l'avoir toujours été là. Donc, je sais que l'histoire politique de notre pays était vraiment marquée par les violences d'État et puis la répression sanglante des opposants politiques. Donc, je me suis préparé quand même à toutes ces éventualités et je m'attendais à tout cela. Donc moi, je me souviens même à l'université, il y a eu des amis avec lesquels j'avais quelques différends par rapport à mon engagement, par rapport à ma position politique, qui me disaient, mais toi tu es ceci, tu es cela. J'ai dit oui, mais écoute, moi, mon engagement politique... Et ce n'est pas, disons, pour peut-être... Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne s'engage pas pour peut-être avoir quelque chose, mais moi, vraiment, la politique, c'est ce que je te disais ici à l'entame, je fais la politique par vocation. Oui. Parce que moi, je trouve que pour défendre une cause,
on ne doit pas s'attendre à quelque chose en retour. Absolument, absolument. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais dire à l'ensemble des jeunes Guinéens, vraiment, avant de s'engager en politique ou dans n'importe quelle lutte, il faut vraiment se rassurer d'avoir ce qu'on appelle l'indépendance financière, une source génératrice de revenus qui est vraiment stable parce que c'est ce qui nous permettra de rester droit et dans les bottes parce que si on n'est pas indépendant financièrement, on sera très facilement influencé. Donc, il faut vraiment avoir une source génératrice de revenus pour maintenir, disons, sa voix. Sinon, on sera facilement influencé. C'est une réalité. Ok, vu que le temps va essayer de nous rattraper, je vais essayer d'aller un peu vite. Oui. Là, vous avez évoqué quelque chose au départ. Je voulais rebondir là-dessus, mais on a continué avec la question sur, en fait, cette trahison de certains leaders qui défendaient les droits de l'homme, qu'on a eu des personnes vraiment, qu'on a même surnommées, qu'on a même, en fait, considérées comme des héros, qui ont subi des injustices lors du pouvoir d'Alpha Condé, qui se retrouvent aujourd'hui dans cette injustice, soutenir une injustice qui kidnappe des enfants, qui kidnappe chaque opposant, chaque personne qui n'est pas ralliée à leurs idées. Quel message avez-vous à donner à ces personnes? Les personnes qui étaient avec Alpha Condé hier, qui contribuaient ici, disons, à semer la terreur dans notre pays et qui se retrouvent aujourd'hui dans les geôles de Mamadi Doumbouya en Guinée, n'est-ce pas? Non, c'est pas eux. Je parle en fait des personnes qui ont défendu les droits de l'homme, qui ont défendu les citoyens, qui ont défendu toute l'injustice qui se passait lors du pouvoir d'Alpha Condé, mais qui se retrouvent aujourd'hui à soutenir une injustice plus pure que celle d'Alpha Condé. D'accord, je comprends maintenant. Absolument, Bamiko, c'est ce que je te disais. Le président Aliouba aime à le dire. Le pouvoir ne change pas l'homme. Il permet juste à mieux le faire connaître. Exact. Aujourd'hui, ces personnes, l'arrivée de Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée nous a permis vraiment de découvrir le vrai visage de ces personnes-là, de ce qu'ils ont toujours été. N'est-ce pas? Oui. Parce que on a compris que ce sont des personnes qui étaient là, qui faisaient semblant de défendre la véritable cause du peuple souverain de Guinée. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce sont des véritables opportunistes. Aujourd'hui, la preuve en est qu'il se retrouve avec Mamadi Doumbouya qui fait les mêmes pratiques dont il défendait, dont il combattait hier. Donc, en gros, ce sont des personnes qui n'ont jamais été sincères. Mais, sauf qu'ils viennent juste de révéler leur vrai visage au peuple souverain de Guinée. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, je pense que le message est reçu. Et aujourd'hui, on va un peu se pencher, mais je vais vous demander une chose. Parce que moi, pour moi, politiquement parlant, vous êtes une source d'inspiration. Vous avez un engagement, j'allais dire, inexplicable. Seul peut-être vous et votre cœur peuvent expliquer ce qui vous motive exactement à tenir tout ça malgré tout ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez observé, parler chez nous, s'exprimer, peut être considéré comme un risque. Donc d'autres préfèrent se taire pour peut-être sauver leur vie ou sauver je ne sais pas quoi. Alors que, est-ce que vous ne pensez pas que le silence de la jeunesse et de nos dirigeants, de certains dirigeants ou de la population entière peut être considéré comme une forme d'accompagner toute cette injustice? Absolument. Le silence de la jeunesse guinéenne face à cette injustice doit être considéré comme étant une complicité. Parce que, je vais te dire une chose, Sankara disait ceci, une jeunesse unie et mobilisée est plus puissante qu'une bombe atomique. Wow. Donc aujourd'hui, on peut regarder l'exemple tout récemment de ce qui se passait au Sénégal avec Ousmane Sonko et son ami Bassirou Diomaye Faye, qui ont été portés au pouvoir par le peuple sénégalais, en particulier sa jeunesse, n'est-ce pas? Nous avons vu ce qui se passait. Aujourd'hui, en Guinée, avant l'arrestation du président Aliouba, il y a des jeunes qui disaient que Aliouba pouvait être le Sonko de la Guinée s'il avait l'audace, n'est-ce pas? Mais alors Aliouba a osé, aujourd'hui il se retrouve en prison. Exact. Dites-moi, quel est le nombre de jeunes Guinéens aujourd'hui qui dénoncent sa détention à la maison centrale, ne serait-ce qu'à travers une publication sur Facebook, Bamiko? Je crois que la jeunesse guinéenne a une part de responsabilité, disons 99% de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, de mon côté, quant à ma motivation, ce que je te disais à l'entame, moi, je me suis senti interpellé très tôt. Je me suis dit que je dois quelque chose à mon pays.
Donc, et pour concrétiser vraiment mon ambition et ma vision pour ce pays, il va falloir que je m'engage en politique parce que c'est à travers la politique qu'on pourra participer à la prise de décisions qui vont effectivement définir l'avenir de notre pays. Donc, il ne faut pas rester en marge, à l'écart, dire oui. On est apolitique, donc moi ça ne m'intéresse pas, tous ceux-ci sont des menteurs. Non, on ne peut pas changer comme ça. Pour impacter, il faut vraiment s'impliquer, il faut s'engager, parce que c'est à travers ça que vous pouvez impacter. Vous pouvez beau avoir des idées, mais si vous ne parlez pas aux gens, si vous ne vous impliquez pas, si vous restez dans votre coin, qui va savoir ce que vous pensez? Personne. Donc il faut s'engager, il faut vraiment s'impliquer. C'est vrai, ça demande des risques. Parce qu'aujourd'hui, même en étant à l'étranger, si tu dénonces la dictature à Conakry, on peut aller kidnapper ta famille. C'est fait le cas du grand frère Eli Kamano, c'est fait le cas de Anso Damaro, c'est fait le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui en Guinée. Ouais. Donc, ça demande des risques, mais je crois qu'il est nécessaire de prendre ces risques parce que nous sommes tous Guinéens. On n'a pas choisi d'être Guinéens, n'est-ce pas? Et ce pays nous appartient à tous. Personne n'a le titre foncier de ce pays. Donc, il faut s'engager, il faut prendre ces risques, n'est-ce pas? Donc, Malcolm X nous disait, tant que vous êtes dans votre bon droit, dans le cadre de la loi, en accord avec votre morale et la justice, mourrez pour ce en quoi vous croyez. Alors moi, voilà l'une des citations qui m'inspire et qui continue de m'inspirer. Ah oui. Ok, vraiment merci pour cette réponse. Je veux juste rebondir un peu sur quelque chose qui s'est passé ici au Canada. Oui. Qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux. Oui. C'était je pense que c'était le 28 septembre 2025 dernier, lors de l'accueil du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, M. Cellou Dalein Diallo, que je salue de passage. Oui. Il est venu à Montréal ici. Vous habitez à Québec, je pense, je ne sais pas combien de kilos. Oui, à l'époque, j'étais à Rivière-du-Loup, c'est à 430 km de Montréal. Wow. Oui. Ok, vous avez effectué ces déplacements, vous êtes venu à la rencontre du président. Vous lui avez posé une question que peut-être, je pense que beaucoup de personnes voulaient poser, mais qui se demandaient peut-être qui était en manque de mots ou qui était peut-être qui ne voulait pas, ou bien qui avait peur, ou je ne sais pas quoi. Mais vous avez pris l'audace de poser une question, en tout cas qui concerne tout le monde aujourd'hui, qui frustre beaucoup d'internautes, beaucoup de nos compatriotes. Vous avez posé la question et ça a suscité beaucoup de réactions. C'est comme si tout le monde attendait cette question, ou tout le monde voulait poser cette question. Oui. Et je me rappelle, j'étais là, et la salle a pris je sais même pas comment, la salle a pris de l'ampleur des cris et tout. Oui. Il fut un moment où je sais même pas comment vous êtes sorti de la salle parce que tellement que les gens vous a étouffé dans la salle en vous remerciant d'avoir posé cette question. Absolument. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la question et qu'est-ce qui vous a exactement motivé de poser cette question au président? Bon, absolument. Et M. Cellou Dalein Diallo, le président de l'IFDG, c'est une personne que j'admire et que j'aime beaucoup. Ouais. Et je crois que c'est quelqu'un encore qui a beaucoup contribué pour l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit pour notre pays. Depuis son arrivée à la tête de l'IFDG, je crois qu'il a eu à accomplir assez de grandes choses pour notre pays, il faut le dire. Bien avant de devenir président d'un parti politique, il a occupé de différents postes dans notre pays et il avait vraiment fait ses preuves en Guinée qui sont visibles jusqu'à nos jours. Donc c'est le moment de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a pu accomplir pour ce pays. Parlant de sa manière de faire la politique, moi, parfois, je ne partage pas du tout sa manière d'opérer. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre lui. Parce que ces jours-là, moi, je suis venu à Montréal pour l'adresser, bien sûr, ces messages. Et j'avais voulu prendre la parole, mais comme le temps était presque fini, et puis je me suis précipité vraiment pour prendre la parole parce que les modérateurs qui étaient là ne voulaient pas me passer le micro. Mais finalement, je suis allé, j'ai pris le micro, j'ai passé le message au président. Mais
que les gens sachent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de militants ou sympathisants de l'IFDG qui avaient vu cette sortie comme étant peut-être une sortie agressive. Sortie agressive, parce absolument. Que la manière aussi est le temps de poser la question. Donc c'est le moment pour moi de dire à toutes ces personnes qui ont vraiment pensé que c'était agressif ou il y avait une intention cachée derrière. Donc ce n'est pas le cas. J'étais juste un peu, disons, fâché par rapport à ce qui s'est passé autour, surtout au niveau de la modération et tout, parce qu'on avait voulu me refuser la parole. Donc j'avais pris le micro dans ce contexte. Donc je me suis adressé au président en lui disant ceci: Monsieur le Président, en ce que je sache, depuis votre arrivée à la tête de l'IFDG, vous avez eu à participer à 3 élections présidentielles dans notre pays. Et à mon entendement, c'est vous qui les aviez remportées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a empêché vraiment d'être à la magistrature suprême de notre pays? C'est une réponse que j'aimerais avoir. Ça, les gens n'avaient pas filmé cela, je crois. Donc, la deuxième question, je lui ai dit: Monsieur le Président, je souhaiterais bien sûr vous transmettre le message de beaucoup de jeunes aujourd'hui, de beaucoup de Guinéens qui souhaiteraient vous adresser ce message, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de vous rencontrer. Donc moi, je vais être aujourd'hui la voix des sans-voix. En vous disant ceci, Monsieur le Président, je vous reproche un pacifisme, si on peut dire, un peu exagéré, parce que nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui compte sur les armes, sur la terreur pour se maintenir au pouvoir. Donc pour combattre une telle personne, il faut vraiment être, disons, plus radicaliste. Ce n'est pas parce que je minimise le combat du président Selou, non, loin de là. Je sais que c'est quelqu'un, nous avons un ennemi en commun, qui est Mamadi Doumbouya. Nous portons les mêmes valeurs, nous défendons les mêmes valeurs, la démocratie et l'état de droit. Et je crois que M. Selou Dalein Diallo, c'est l'une des personnalités les plus respectueuses et les plus respectées aujourd'hui à travers le monde. La preuve en est qu'il a occupé assez de responsabilités et au niveau international. Donc, je crois que c'est une source d'inspiration pour la jeunesse guinéenne et à travers son engagement et tout. C'est quelqu'un aussi qui est victime aujourd'hui de l'injustice directe, comme nous autres, parce que nous avons vu ce qui se passait à Conakry avec le dossier Air Guinée, la démolition de sa maison, même là c'était de la dite avion, et Elhaj Mohamed Silla, un homme honnête, et j'ai prié Allah le Tout-Puissant de l'accueillir dans son jardin céleste, avait témoigné ici au vu aussi de tout le monde que le président, qu'il avait acheté l'avion et avec dans les mains du fait président Lansana Conté, paix à son âme. Donc aujourd'hui, si le président Selou est poursuivi dans ces dossiers, je crois que ce sont des poursuites judiciaires fantaisistes. Et puis aujourd'hui, il est contraint de venir vivre en exil comme tant d'autres Guinéens. Mais je crois que ce n'est pas la fin, parce que nous avons vu ce qui se passait en Afrique du Sud. Nelson Mandela, après 27 ans d'opposition, il est revenu quand même, il est sorti de la prison et est devenu président. De l'Afrique du Sud. Donc ici aux États-Unis d'Amérique, personne ne pouvait imaginer qu'un noir allait diriger les États-Unis. Barack Obama est venu. Oui, mais même Alpha Condé a fait de l'exil. Donc absolument, Alpha Condé, il a passé 40 ans dans l'opposition et puis il a fini par diriger la Guinée. Donc ça, c'est l'un des exemples les plus pattes. Nous avons vu ce qui se passait aujourd'hui au Sénégal tout récemment avec Ousmane Sonko, de la prison au palais présidentiel. Donc ça sont des exemples. Alors, à résumer, Bamiko, moi, ma sortie avec le président, devant le président Selou Dalein Diallo, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose. C'était pas une frustration personnelle. Non. Loin de là, c'est juste une manière de l'interpeller encore une fois face à ce qui se passe dans notre pays. C'est loin de là. Moi, le président Selou Dalein Diallo, nous défendons tous les mêmes valeurs. Donc, je n'ai aucun intérêt à garder, disons, des rancœurs ou avoir une haine contre qui que ce soit. Est-ce que vous avez eu la réponse que vous attendez de lui? Oui, je pense que j'avais eu la réponse parce que lui-même, il avait affirmé qu'en s'engageant la politique, il pensait que c'est à travers les urnes qu'on pouvait arriver au pouvoir, mais finalement, il s'est rendu compte. Donc, j'étais vraiment satisfait de ces différentes réponses. Je crois qu'il avait répondu dans des vidéos que j'avais écoutées. Effectivement. Je vais toujours rebondir sur la question du président. Aujourd'hui, nous savons tous ce qu'il a subi
il subit encore, il continue de subir et c'est un homme quand même, on a l'espoir avec. Il y a beaucoup de personnes chez nous, y compris nous, la jeunesse aujourd'hui, qui considèrent comme ce combat que nous menons à l'extérieur du pays ne peut rien changer de la Guinée, ne peut rien apporter à la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ou expliquer à ceux qui nous regardent ici ce que nous faisons ici peut apporter quelque chose à la Guinée? Mais écoute Bamiko, aujourd'hui je crois qu'on doit quand même regarder autour de nous ce qui se passe dans notre pays. Si, par exemple, tout le monde s'est retrouvé dans le pays, qui allait combattre? Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, je crois qu'il suffit juste de faire une publication sur les réseaux sociaux pour être kidnappé et pour être arrêté. Il y a des enfants qui sont kidnappés aujourd'hui dans notre pays, tout simplement parce que leurs papas ont une position ici dérangeante, qui dérange les autorités de Conakry. Donc aujourd'hui, dire que les exilés politiques ne peuvent pas mener le combat ici, je crois que ça peut être mal perçu. On peut être à l'extérieur et bien lutter. La preuve en est que Paul Kagame, il vivait en exil. C'est à partir de l'exil qu'ils se sont organisés pour revenir vraiment combattre ce qui se passait au Rwanda. Et il était fini par arriver au pouvoir. C'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara aussi, qui était contraint d'aller en exil à un moment donné, mais qui était revenu quand même et qui est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, l'exil n'est pas synonyme d'abandon. L'exil, c'est temporaire, Bamiko. On aime à le dire souvent qu'à un moment donné, on a besoin, il faut reculer pour mieux sauter. Donc, vous m'avez fait penser à quelque chose tout de suite. Je vais profiter de l'occasion pour vous poser une question et je pense que vous serez capable de vous adresser aux étudiants qui se trouvent ici au Canada. Parce que moi, j'ai l'impression, vis-à-vis de tout ce qui se passe ici, les étudiants ne se croient pas concernés par cette lutte. Ici, au Canada. Oui. Je parle du Canada, les citoyens guinéens qui étudient ici, les étudiants. Je pense qu'ils ne participent pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ne connais pas, mais en fait, ils ne participent pas aux différents événements concernant la politique, bien sûr, de la Guinée. Ici, ils pensent que eux, ils sont épargnés vis-à-vis comme ils sont là, ils sont donc. Bon, Bamiko, pour vraiment m'adresser à ces étudiants, que ce soit ici au Canada ou disons partout à travers le monde, à la diaspora guinéenne, les étudiants guinéens à l'étranger. Je sais qu'il est très difficile de faire les études, surtout ici au Canada, où les frais de scolarité sont extrêmement chers. Parfois, il y a des étudiants qui sont même obligés de travailler même les week-ends, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. Donc, vraiment pour y arriver, il y en a certains quand même qui ont, disons, la conviction, qui veulent vraiment se battre, mais la situation leur oblige vraiment de se concentrer pour le moment sur leurs études et puis surtout de mettre un pied à l'école, un pied dans le business, au travail. Donc il faut avoir un job de côté. Et c'est compréhensible à ce niveau. Mais il y en a aussi des étudiants qui peuvent quand même, qui ont la chance d'être soutenus peut-être par leurs parents à partir de notre pays, qui sont là, qui étudient, qui peuvent quand même participer aux différentes manifestations ou aux différentes marches pacifiques qui sont organisées souvent ici au Canada et partout à l'étranger. Donc, je crois qu'ils doivent s'impliquer parce qu'aujourd'hui, si on vient étudier dans un pays comme le Canada, c'est dans l'espoir vraiment de rentrer un jour dans notre pays et de contribuer de façon significative pour le développement de la Guinée. Donc, aujourd'hui, rester là à se dire neutre ou apolitique, je crois que ce n'est pas la bonne voie. Mais après tout, tu sais, Bamiko, le choix, c'est la question de la politique et aujourd'hui, le choix doit être personnel. Chacun sait vraiment qu'est-ce qu'il aspire devenir, qu'est-ce qu'il veut devenir. Mais je crois qu'il est de notre responsabilité de se mettre ensemble et de s'engager surtout, que ce soit en politique, que ce soit au niveau de la société civile guinéenne, pour vraiment combattre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, pour vraiment contribuer. Parce que on peut beau étudier ici, avoir, disons, tous les diplômes du monde, mais si notre pays est mal gouverné, ce sont toujours les médiocres qui vont assumer des responsabilités. Et au vu aussi de tout le monde. Et après, on va rentrer avec des diplômes,
et nous ne pourrons absolument rien faire. Parce que tu viendras au sein de l'administration guinéenne voir quelqu'un qui n'a pas obtenu son brevet d'études du premier cycle, occuper un poste ministériel, ou voire même, disons, un PDG quelque part. Toi, tu as une maîtrise, disons, en économie ou en droit, donc, et tu n'auras pas ta place là-bas. Parce que les médiocres n'aiment pas naturellement les personnes brillantes. Donc, je crois que c'est le bon moment de s'engager et les étudiants ne doivent pas se dire apolitiques ou ne doivent pas se sentir non concernés. Ça concerne toutes et tous parce qu'ils ont leur famille là-bas. On a tous leur famille en Guinée. Donc, quelle que soit notre réussite ici à l'étranger, si ça ne va pas dans notre pays, ça veut dire que ça ne va pas. Parlons même de ces mêmes étudiants, maintenant pas des étudiants qui se trouvent ici. Là, je pense que le message est bien perçu et compris. En Guinée aujourd'hui, nous voyons cet abandon de la jeunesse vis-à-vis de la politique. Alors que même le Premier ministre d'actuel, M. Bawouri, avait dit l'une de ses vidéos que moi j'ai regardé, il disait ceci, en bon poulard, il disait que la jeunesse doit rentrer dans la politique ou c'est la politique qui va venir rentrer sur la jeunesse. Il a dit ça en bon poulard. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet vis-à-vis de l'abandon de la jeunesse face à la... Ça, on peut résumer ça, Bamiko, en une seule affirmation que le président Aliouba aime souvent dire. Si l'on ne fait pas la politique, on sera toujours sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que soit. Donc c'est la réalité aujourd'hui dans notre pays. Le fait de se dire apolitique ou le fait de rester à l'écart a donné vraiment l'opportunité, disons, aux opportunistes et aux médiocres d'occuper des responsabilités dans notre pays. Et aujourd'hui, les hommes honnêtes et sincères qui ont des parcours académiques, disons, très inspirants et ne feront que subir. C'est ça, c'est la réalité. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, la jeunesse, selon vous, je vais parler de vous, selon vous, quel rôle doit jouer la jeunesse d'aujourd'hui sur cet aspect-là, vis-à-vis de tout ce qui se passe sur l'injustice? Parce que aujourd'hui, selon vous, je vais encore reposer une deuxième question sur la même question. Est-ce que la jeunesse est victime ou est complice de tout ce qui se passe? Écoute, la jeunesse guinéenne est victime, elle est complice en même temps. Parce que si nous décidons demain de dégager le pouvoir militaire à la tête de la Guinée, on pourra le faire. Il y a juste ce qu'on appelle un manque d'union entre les jeunes Guinéens. Sinon, on a tous été toujours victimes du même système qui continue d'ailleurs de nous écraser tous les jours. Donc, pour moi, la jeunesse doit s'engager. Les jeunes doivent s'engager en politique, que ce soit en politique ou dans la société civile guinéenne. Mais en tout cas, on doit s'engager pour contribuer au développement et au changement dans notre pays parce qu'il est de notre devoir, Bamiko. Ok. Selon vous, pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui restent toujours pacifistes vis-à-vis de toute cette injustice qui se passe chez nous? Parce que à chaque fois que quelqu'un essaie de parler, on a eu un leader ici qui s'appelle Mabori, que j'espère que la grâce de Dieu lui porte où qu'il soit. Disparaissent juste du jour au lendemain que tu décides de ne pas abandonner le combat que tu menais depuis. Écoute Bamiko, pour être honnête, il faut dire vrai. Et aujourd'hui, dans notre pays, il est très difficile de se battre en étant en Guinée. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en Guinée, pas parce qu'ils partagent les mêmes valeurs ou la même vision, pas parce qu'ils sont d'accord avec les autorités actuelles de notre pays, mais tout simplement parce que nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, il y en a parmi eux qui sont obligés de se soumettre face à ce qui se passe dans notre pays. Donc ça, on ne peut pas reprocher à ces gens-là d'être peut-être des non-engagés ou peut-être des pacifistes, mais il y en a aussi qui ont choisi d'être avec la force du mal, qui est le CNRD, à sa tête Mamadi Doumbouya. Donc, on ne peut pas reprocher à toute la jeunesse guinéenne de ne pas s'engager. Moi, je connais pas mal de personnes, des amis, avec lesquels je me battais en Guinée, qui sont aujourd'hui en Guinée, qui ne partagent pas la même vision que le CNRD et tout, mais qui sont obligés de se soumettre. Parce que une fois que tu parles,
tu seras automatiquement kidnappé, tu seras automatiquement, disons, enlevé, emprisonné, voire même assassiné. Nous avons vu ce qui se passe dans notre pays. À défaut, si on ne te trouve pas, on vient, on kidnappe ta famille. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y en a d'autres qui ne dénoncent pas actuellement ce qui se passe dans notre pays par cette peur, à cause de cette réalité. Je veux dire, comment la jeunesse peut-elle changer les choses que nous espérons? Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse aujourd'hui? C'est de s'engager. En gros, c'est de s'engager. C'est de s'engager, Bamiko. Mais moi, je pense que partout où la jeunesse s'engage, il y aura de bons résultats. Nous avons vu le cas du Madagascar ici. Absolument. Nous avons vu ce qui se passait au Madagascar. Dans quelques jours, le président a cité. Il y a assez d'exemples, Bamiko. Ce que je disais à l'entame. Donc, il faut que la jeunesse s'engage. C'est à travers l'engagement qu'on pourra contribuer à changer l'image de notre pays. Donc, il faut que la jeunesse s'engage. Nous avons vu aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Très malheureusement, c'est vraiment triste et regrettable de voir ce qui se passe aujourd'hui au Mali, où le pays est presque divisé entre les djihadistes et le pouvoir en place au Mali. Donc, je pense que ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, on peut dire que la Guinée n'est pas à l'abri. Donc, parce que à force de trop insister et continuer l'arbitraire dans notre pays, ça pousse les gens à se rebeller. Il y a quelqu'un qui disait que à partir du moment où on n'a plus le droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité dans notre pays, dans son pays, on a le droit de se rebeller. Je crois que c'est Fidel Castro qui avait affirmé cela. Donc aujourd'hui, c'est le cas en Guinée. Les gens ne vont pas rester éternellement ici, des gens qui vont accepter tout. À un moment donné, je crois qu'il y aura quand même des personnes qui vont dire vraiment c'est assez. Donc, qui vont se dresser face à l'injustice. J'ai peur vraiment pour ne pas que ça soit de façon, disons, sanglante. Donc, on n'espère pas quand même, on n'espère pas en arriver là. Absolument. Mais, bon, je sais que la liberté a aussi le prix. Absolument. Donc, vis-à-vis de ça, je pense que vous avez entendu, vous avez compris tout ce qui s'est passé, c'est tout ce que M. Dian essaye de nous faire comprendre, nous, la jeunesse aujourd'hui, notre rôle à jouer pour sauver notre pays. Et j'espère qu'on va y arriver si on décide de le faire. Et en passant, on a beaucoup parlé de kidnapping. Je sais que vous avez cité certains noms ici, mais je vais juste revenir sur cette question. Nous parlons aujourd'hui des kidnappings, de l'insécurité, même les enfants. Alors que l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit des enfants stipule que l'État a le droit non seulement de protéger de protéger les enfants sur toutes les formes de violence. Absolument. Et aujourd'hui, on se retrouve à une phase en Guinée où même les enfants ne sont pas à l'abri. En plus forte raison, comment dirais-je, les personnes vulnérables ou les majeurs ou tout. Absolument. Bamiko, c'est ce que je te disais à l'entame. Je disais qu'on ne peut plus parler de l'état de droit en Guinée parce que il suffit d'avoir une position, que vous soyez à l'étranger ou à travers le pays. Si on ne vous trouve pas, on vient, on kidnappe votre famille. Donc, on ne parle plus de l'état de droit. Le pire, aujourd'hui, on voit des enfants, des adolescents qui ont 15 ans, 10 ans, 13 ans, qui sont kidnappés, n'est-ce pas? À cause de la prise de position de leurs parents. Donc c'est anormal. Nous avons vu le papa du journaliste Babila Keïta, dont je réitère le soutien encore une fois, qui a été kidnappé à Zérékoré, tout simplement parce que son fils s'oppose au pouvoir de Conakry. Ce qui est vraiment triste et regrettable, parce que en droit, on dit que la responsabilité pénale elle est personnelle. Elle est personnelle, oui. N'est-ce pas? Donc, à partir du moment où la personne est majeure... Absolument, quelle que soit votre position politique, Bamiko, aujourd'hui, on ne doit pas aller kidnapper votre famille, on ne doit non plus aller kidnapper vos enfants à cause de votre prise de position. En tout cas, c'est ce que les textes de loi nous ont fait comprendre, même dans la Constitution, c'est ça. Absolument. Donc, on ne parle plus de l'état de droit dans notre pays, on ne parle plus de droit, on ne parle plus de la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, c'est une dictature qui règne. Et pour combattre cette dictature, je crois qu'il faut vraiment se dresser face à cette injustice. Il faut prendre les risques qu'il faut. Donc,
on a des ambitions pour ces pays, mais il faut être prêt à payer le prix parce qu'il y a des prix quand même à payer pour c'est ce toute que ambition. Je disais toujours à l'entame, il y a toujours des prix à payer. Donc c'est ça. Et parlant même de ces kidnappings, moi je vais profiter de parler de deux frères ici que j'ai connus personnellement, que j'ai côtoyés. L'un c'est un petit frère qui n'a même pas peut-être, qui a juste peut-être 22 ans ou quoi, Amadou Bella Diallo. Peut-être vous avez vu sa photo circuler sur l'internet, sur Computal et tout. Oui. Et un grand frère, l'un des responsables de l'UFDG du côté de Libéria, qui a aussi été victime lors du pouvoir d'Alpha Condé, qui a effectué, je pense, quelque chose de 11 mois de prison et qui est sorti grâce à, comment dirais-je, au coup d'État qu'ils nous ont fait gober et tout. Donc, qui aujourd'hui, qui est sorti juste comme ça chez lui, en étant parti se rencontrer avec une personne depuis le mardi, je sais, c'est le 25 avril, je pense. Oui. On n'a pas ces nouvelles. Donc, ça devient de plus en plus inquiétant, étant donné que moi, personnellement, je pensais que tout ce qui s'est passé et tout, ils ont kidnappé, ils ont tué des généraux et tout. Mais je pensais qu'à partir du moment où il reçoit le pouvoir, vu que c'est le pouvoir qu'il voulait, que toute cette répression, toute cette oppression, toute cette injustice allait se limiter là ou allait s'arrêter là et que les vraies choses commencent. Mais ça continue toujours. Mais écoute, Bamiko, cela prouve suffisamment leur faiblesse. Tu sais, quand l'État devient faible, il devient un État répressif. C'est le cas aujourd'hui de la Guinée. Il suffit juste de mettre une idée contraire à leur vision et puis on kidnappe ta famille. Donc, cela prouve à suffisance la faiblesse de l'État guinéen aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. Donc un État doit être vraiment protecteur et non un instrument de règlement des comptes. Je pense que là, vu qu'on est aussi limité le temps, donc est-ce que vous avez un dernier message à donner à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, à tous ceux qui vont se rencontrer avec ces vidéos et tout? Est-ce que vous avez un dernier message à leur adresser? Oui, absolument. J'ai un message pour l'ensemble des Guinéens et d'où ils se trouvent à travers le monde. En vous disant ceci, la situation sociopolitique et économique très désastreuse de notre pays nous interpelle toutes et tous. Que vous soyez hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, nous sommes tous interpellés. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays est dirigé par un dictateur, un ancien légionnaire français, qui est Mamadi Doumbouya, aujourd'hui qui dirige notre pays, qui s'est autoproclamé tout dernièrement président de la République, parce qu'on parle du président de la République, si c'est le peuple qui a voté, et pourtant ce n'est pas le cas. Il vient de s'autoproclamer président de la République pour un mandat de 7 ans qui est renouvelable, je crois, une seule fois, n'est-ce pas, Bamiko? Oui, je pense. C'est ce qui est écrit, mais parce que moi, je ne le considère pas comme étant un président de la République. En tout cas, c'est ce qui est écrit, mais on sait. Comme il est toujours à la tête d'une transition militaire, nous, on ne reconnaît pas Mamadi Doumbouya. Donc, c'est de dire ceci au peuple souverain de Guinée, en particulier sa jeunesse, de vraiment s'engager, de se mettre ensemble, de mettre tous nos différends de côté et de voir la Guinée comme notre bien commun, comme ce que nous avons, disons, en partage. La Guinée nous appartient toutes et tous, que nous soyons Guerger, Thomas, Soussou, Pel, Malinké, nous sommes tous Guinéens. Dans notre pièce d'identité, nous portons toutes et tous les mêmes valeurs et c'est le symbole toujours travail, justice, solidarité et ce sont les mêmes couleurs des drapeaux, le rouge, jaune et vert. Donc, ce pays nous appartient à tous. Pour moi, la question d'ethnie, c'est pour les faibles, c'est pour les esprits faibles et pour les manipulateurs. Parlant d'ethnocentrisme en Guinée, pour moi, il n'y a pas le problème d'ethnocentrisme en Guinée. Les Guinéens, en général, sont victimes d'un système. Et ce système, il est composé de toutes les ethnies de ce pays. La preuve en est qu'aujourd'hui, le chef de la junte militaire en Guinée, Mamadi Doumbouya, c'est un Malinké de Kankan. Son premier ministre, Amadou Riba, il est de Pita. C'est un père de Pita
Et ça, c'est en Moyenne-Guinée. Il y en a parmi d'autres encore qui sont ici de différentes ethnies de la forêt, des Guergers, des Thomas et tant d'autres. Parlant des victimes de l'injustice en Guinée aujourd'hui, on peut citer tous les noms de familles de ce pays. Je parle du général Sadiba Coulibaly, autant pour moi. Je parle du grand frère Omar Silla. Je parle du grand frère Mamadou Biloba. Je parle du grand frère, le président Ali Ouba. Je parle de Néné Oussou. Et tant d'autres, les enfants d'Eli Kamano. Donc, parmi ces exemples-ci cités, je crois qu'on peut retrouver toutes les ethnies de la Guinée. Pour vous dire qu'on n'a pas un problème d'ethnocentrisme dans ce pays. On est toutes et tous victimes d'un système qui est composé de toutes les ethnies de la Guinée. Aujourd'hui, la logique voudrait qu'on se mette ensemble pour combattre ce système. Parce que nous sommes tous conscients et unanimes là-dessus. Ils sont là pour des intérêts égoïstes et non pour l'intérêt supérieur de la nation. Je vais aussi profiter de l'occasion vraiment pour te remercier, toi et Bamiko, pour tout ce que tu fais pour la Guinée, à travers ton engagement, à travers les réseaux sociaux. Tu as fait vraiment une très belle initiative. Aussi, je vais encourager à tous les jeunes leaders représentatifs qui sont là ici au Canada, vraiment d'accepter de te rencontrer et échanger avec toi sur la question de la gouvernance, non seulement mais aussi sur la question de l'entrepreneuriat et la vie aussi qui est très compliquée ici en Occident, surtout quand on vient à peine d'arriver. Donc, je crois que tu es en train de faire vraiment un boulot extraordinaire. Ce que je te disais lorsqu'on avait échangé pour la première fois, j'ai dit toujours le début n'est pas facile. C'est comme ça, le changement n'est jamais facile, mais toujours possible. Donc, je crois qu'il faut persévérer. Et c'est que tu as toutes les qualités pour y arriver. Aujourd'hui, il y a tant de jeunes Guinéens comme toi qui font vraiment des très bons boulots. Je peux citer ici mon frère Sadio Barak, qui se trouve du côté de l'Angleterre, qui fait aussi de très bonnes choses comme ça. Et de mon ami aussi Mamadou Adama Baldé, avec qui j'échange beaucoup sur la situation actuelle de notre pays. Un jeune aussi très dévoué et très engagé. Donc, je parle aussi à son ami Siradio. Et puis, il y a tant d'autres encore jeunes Guinéens, à mon ami Lobay aussi, qui anime une émission en Guinée, son ami, j'ai oublié son nom. Donc, il y en a tant d'autres. Donc, je pense aussi, je vais parler aussi à Fatou au Canada. Fatou aussi, c'est une personne qui inspire vraiment, qui donne vraiment des informations par rapport à la vie d'ici. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui sont à l'étranger. Merci beaucoup, on est honoré vraiment. Merci. Qui souhaiteraient vraiment avoir une idée de ce qui se passe ici. Je crois que Fatou aussi, elle fait vraiment un travail d'extraordinaire là. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté non seulement l'invitation, merci à cette initiative qu'on a initiée l'idée, parce que je ne pourrais pas le faire sans vous. Et vous aussi, peut-être, vous ne pourriez pas le faire. Vous pouviez le faire, mais vous avez décidé quand même de m'accompagner dans ça. C'est à moi de te remercier pour l'estime et la confiance que tu as placée en maman. Si cette discussion vous a fait réfléchir, partagez-la, parce que ces genres d'échanges ne sont pas faits pour vous distraire. Nous n'avons pas qu'une simple discussion. Nous avons parlé de notre pays, de l'avenir qui nous réserve notre pays. Bien sûr, nous devons être conscients de tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes en train d'écrire. Et imaginez-vous, la question est très simple, moi je vais vous la poser. Si aujourd'hui était une page de l'histoire de notre pays, est-ce que serions-nous fiers de ce que nous y écrivions? Donc, nous avons besoin de vous tous accompagnés de bravoure, de dévouement et de conviction pour sortir de notre pays à cette calvaire. Nous passons nos salutations les plus respectueuses à toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous écouter et de partager cette conversation. Et merci à vous et merci à M. Salman. Merci beaucoup, à l'ensemble de toutes ces personnes qui nous accompagnent dans l'accomplissement de ces... Et personnellement, je salue aussi M. Djan Diallo et j'espère vous avoir très bientôt.
Merci. Merci beaucoup, Bamiko. Et voilà, merci. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi. Oui. Et je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. On n'a pas eu le temps de dire. C'est un plaisir tout ce qu'on va partagé. dire. J'espère qu'on aura une autre occasion de se rencontrer et puis se dire, ça ne finit pas. Inch'Allah, mais j'espère qu'on va le faire aussi une autre fois. Oui. Je sais qu'on a raté beaucoup de choses qu'on n'a pas eu à discuter. Oui. Mais c'est pas fini, on est là, c'est pas juste pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc le combat continue. Moi, mon engagement, j'ai eu beaucoup d'empêchements sur mon engagement parce que voilà, aujourd'hui, mon père, il n'y est plus. Que Dieu ait pitié de son âme. Mais j'ai ma mère, vous connaissez. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son jardin céleste. Amin. Et vous savez, avec nos mamans, c'est pas du tout facile. Oui. Mais je pense que il y a des fois qui arrivent où la responsabilité personnelle vis-à-vis du pays nous oblige oui. de vraiment faire quelque chose. Absolument. Okay? Parce que nous ne pouvons pas... Aujourd'hui, moi, ce que j'aime dire à tous mes amis à qui je discute de politique, personnellement, je n'ai pas une connaissance approfondie dans la politique, mais tout ce que j'ai à dire, la jeunesse... Mais l'engagement suffit. L'engagement suffit et la jeunesse ne doit pas être spectatrice. Il n'y a rien de secret. La jeunesse ne doit pas être spectatrice du développement d'un pays. Absolument. Mais elle doit être actrice du développement. Absolument. En fait. Absolument. Parce que si la jeunesse ne s'engage pas, on n'aura pas de gouvernement qui... Parce que c'est seule la jeunesse qui peut arrêter un gouvernement qui dérive. Absolument. Si la jeunesse n'est pas engagée, ce n'est pas les vieillards qui n'ont plus d'avenir, qui n'ont que des souvenirs à partager, qui vont s'engager à notre place. Et ce que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui, nos enfants viendront lire cela. Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants lisent de nous? Qu'est-ce que nous voulons laisser? Est-ce que nous voulons laisser une histoire remplie de haine, de débats inutiles sur les réseaux sociaux, ou voulons-nous laisser une histoire qui reflète dignité, de conviction, et faite de bravoure? Et comme nous l'avons déjà étudié, nous, à nos résistants, à nos anciens. Absolument, absolument. Moi, est-ce que nous sommes fiers que nos enfants nous étudient avec tout ce que nous sommes en train de faire? Moi, c'est ce que je me dis souvent, lors d'une des arrestations du grand frère Bilo Adjasba avec le Foni Kemenge Gianni Alpha et mon frère général Bailo qui se trouve actuellement ici aux États-Unis, je me souviens. Et le frère Bilo Adjas disait ceci: nos devanciers nous ont donné l'indépendance et nous avons le devoir de donner la démocratie à la Guinée. Absolument. Et je crois que toujours répété cette citation. C'est un devoir patriotique, c'est un devoir patriotique. Les pères fondateurs, et ils ont accompli leur mission. Je pense au fait président Ahmed Sékou Touré, je pense à Saifoullah Diallo, je pense à Diallo Telli et puis à Diawadou Bari et tant d'autres. J'ai prié Allah le Tout-Puissant de les accueillir dans son jardin céleste. Je crois qu'ils ont accompli leur mission. Maintenant, c'est à nous aussi d'accomplir notre mission parce que nous avons quand même hérité un pays indépendant et des personnes ont été vraiment sanglantées et puis se sont sacrifiées pour que nous ayons l'indépendance. Maintenant, c'est à nous vraiment de concrétiser un état de droit pour ce pays. Merci beaucoup. En tout cas, on va se limiter là, vu que nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne cesserai de vous remercier parce que c'est grâce à vous que moi, j'ai le courage de continuer malgré les dissuadements d'abandon et tout. J'en reçois beaucoup, mais je sais que je vais continuer parce que j'ai maintenant une force qui ne me permet pas d'abandonner, en fait. Ça, c'est vous, les gens qui me regardent, qui me soutiennent et qui me conseillent. Merci beaucoup et merci vraiment pour cette belle rencontre. Ça a été vraiment une source d'inspiration. Merci. À très bientôt.